la question qu'on va se poser dans l'heure qui vient, c'est le retail de demain sera-t-il piloté par les algorithmes? Vaste programme. Course à la personnalisation, l'intelligence artificielle a fait des progrès considérables. Et ces dernières années en particulier, grâce à l'investissement massif des GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et autres, sur ce sujet. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'optimiser à grande échelle presque toute la chaîne de valeur du retail. Depuis les achats produits, la construction des gammes, les flux, les stocks, les retours, moteurs de recommandation d'Amazon et d'Ocado sont sans doute les meilleurs et les plus aboutis du monde. Et effectivement, il permet de prédire les achats en fonction des habitudes de consommation. Mais qu'en est-il chez les acteurs français du e-retail, comme Cdiscount? Comment faire de l'IA un outil d'amélioration de l'expérience client? Autant de questions que nous allons essayer d'adresser dans l'heure qui vient avec un panel de premier plan. Je vais demander à nos intervenants de me rejoindre sur scène avec aujourd'hui Jean-François Gomez. Jean-François est responsable et Industry Solution Executive de Microsoft France. Il est responsable senior du développement commercial et d'innovation chez Microsoft depuis 17 ans, travaillant avec des responsables informatiques. Il évangélise les entreprises sur l'impact des technologies de l'information et leurs activités. Il est le référent chez Microsoft, et ça c'est indiscutable, pour tout ce qui touche au commerce connecté. Alliant créativité, forte expertise en informatique et compréhension des défis commerciaux, des startups aux multinationales, il explore de nouveaux espaces, un peu en électron libre, je dirais, de nouvelles opportunités d'innovation avec des chefs de file de métier. Merci Jean-François d'être avec nous. J'appelle Luc Jensen, CEO de Ocado Solutions. PDG d'Ocado Solutions et directeur exécutif d'Ocado Group depuis 2017. Luc a été le responsable de la transformation internationale d'Ocado, qui est le premier pure player au monde dans le secteur alimentaire avec 2 milliards de chiffre d'affaires. Et à travers de partenariats stratégiques conclus avec Kroger, Groupe Casino, Sotheby's, ICA et même Time Inc. Je suis témoin. Luc a été aussi l'un des dirigeants de Sainsbury et a participé au redressement de la société. Merci Luc d'être avec nous. J'appelle François Marical. Chief Data Officer chez Cdiscount, le CDO nouvelle mode. Vous avez passé la première partie de votre carrière dans le secteur public en tant qu'administrateur de l'INSEE, période durant laquelle vous avez travaillé à la redistribution, la fiscalité, l'environnement et la conjoncture économique. Vous avez ensuite fait 5 ans de conseil, toujours au traitement de la donnée, chez un acteur spécialisé, puis chez Ernst & Young. Et il y a 1 an, vous avez rejoint le groupe Casino en tant que Chief Data Officer de Relevancy, une filiale du groupe dédiée à la valorisation de la data pour l'activation digitale, on verra ce que c'est, et la mesure de performance de la publicité. Vous êtes depuis octobre 2018, donc tout récemment, et bravo, chez Cdiscount, dont vous êtes le Chief Data Officer. Merci François. Et j'appelle enfin Laurent Soli, Vice President Europe du Sud de Facebook. Merci Laurent d'être avec nous. Laurent, après un riche parcours dans le monde administratif et politique en tant que préfet, puis chef de cabinet au ministère de l'Intérieur et à Bercy, et 5 années passées à la direction générale de TF1, vous avez rejoint Facebook en 2013 en tant que directeur général de Facebook France pour diriger les équipes et les activités de Facebook en France. Vous travaillez étroitement avec les entreprises françaises pour leur fournir des solutions de communication stratégiques et innovantes et les accompagner dans leur transformation digitale. Depuis 2016, en plus de vos activités en France, vous êtes VP de l'Europe du Sud, France, Italie, Espagne, Portugal, et avez la charge de coordonner les activités et le développement des stratégies de l'entreprise de cette zone. Merci d'être avec nous. Je vous rejoins. Alors,
Déjà, pour commencer et pour un peu démystifier le sujet, parce que c'est un peu la tarte à la crème, l'intelligence artificielle, c'est très galvaudé, je vais demander à chacun en une phrase de me donner sa définition de ce que vous entendez par intelligence artificielle. Laurent. L'intelligence artificielle, c'est la capacité qui est donnée à des machines de reproduire des fonctionnalités normalement pensées ou faites par les humains. Et son intérêt grandissant depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années vient de l'avènement et de l'accélération de ce qu'on appelle le deep learning, qui permet à ces machines de le faire sans être programmées, mais en apprenant elles-mêmes par tout un tas de processus. Et bien sûr, nous assistons depuis cette période à l'accélération de la recherche, et aussi pas uniquement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, et je crois de l'exécution opérationnelle de ce grand mouvement. Merci. François. C'est déjà pas mal, mais moi je dirais que c'est, si on doit dire en quelques mots simples, ce sera un dispositif technique, algorithmique, qui permet de rendre intelligible et actionnable un ensemble de données complexes, mais pour répondre à un besoin métier spécifique. Très bien. Luc. Je n'ai rien à rajouter. Et moi, j'ajouterais juste que c'est une formidable opportunité. On est vraiment au début d'un nouveau monde et c'est vraiment très enthousiasmant de réfléchir à l'intelligence artificielle. Alors tu le disais, Jean-François, c'est une formidable opportunité. L'intelligence artificielle, finalement, c'est un démultiplicateur de potentialités par les algorithmes. Et à l'heure où le potentiel des algorithmes est exponentiel, il est urgent d'être très précis dans la définition de vos priorités. Je parle à tous les retailers qui sont dans la salle. Et des usages que vous allez faire de l'IA. Alors une première question pour toi. Pourquoi ce besoin de précision dans les objectifs et les priorités ? En fait, que l'intelligence artificielle, on est sur une nouvelle génération d'algorithmes. Je pense que la conférence est titrée sur les algorithmes. Il faut bien voir que les algorithmes, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui opère le retail, une grande partie du retail. Donc il y a les algorithmes qu'on connaît depuis des années, qui sont des algorithmes déterminisme. Donc globalement, on programmait l'appareil, on savait ce qu'il allait délivrer, et on pouvait revenir en arrière pour comprendre pourquoi l'algorithme avait fait telle décision. Et donc là, aujourd'hui, je regardais les chiffres pour Black Friday, un de nos clients a fait 100 trilliards de transactions dans la journée, sur la même base de données, distribuée sur 3 sites. Donc on a déjà une force incroyable portée par des algorithmes qui, eux, sont déterministes. Maintenant, on arrive dans une nouvelle génération d'algorithmes. Ces algorithmes, en fait, qui apprennent. On en a parlé tout à l'heure, Laurent en a parlé. On est sur des systèmes d'apprentissage. Ce qui veut dire que ce que va délivrer l'algorithme, eh bien, on n'en est pas sûr. Ou en tous les cas, il est le résultat de l'apprentissage qu'on lui aura donné. Et donc, quand on apprend un système, eh bien, il vaut mieux être précis, parce que ce système, il va probablement amplifier nos biais. Et donc, si on a des habitudes, si on a un contexte, si on a quelque chose qui est très particulier, eh bien, ce point particulier va être totalement déformé par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, plus que jamais, il va falloir être extrêmement précis, en fait, aux endroits où on va utiliser l'intelligence artificielle pour que nos biais les plus cachés, parfois, ne ressortent pas. Alors justement, tu parlais d'endroits où on va utiliser l'intelligence artificielle. J'ai une question pour les retailers, pour Luc et pour François. Quels sont les secteurs du retail qui ont besoin ou recours à l'IA ? Donnez des exemples concrets, par exemple, d'applications IA dans la chaîne de valeur du retail, le parcours client, la logistique, le merchandising. Luc, peut-être cas particulier au UK sur l'alimentaire ? Oui, alors d'abord, je pense qu'on a tous l'occasion de participer et de bénéficier de ces systèmes d'apprentissage. Je vous donne un exemple sur les systèmes qu'on a développés dans l'alimentaire chez Ocado, du passage en caisse. Donc, le passage en caisse online, typiquement, on a toujours dit à tout le monde, il faut que ça aille très vite. One click, patenté par Amazon, était censé être la solution à laquelle on devait toujours se rendre dans le retail online. Nous, on s'est rendu compte avec beaucoup de tests, et on peut revenir éventuellement plus tard sur comment on teste les choses. Avec beaucoup de tests, on a fini par créer un passage en caisse assez complexe, mais que nos clients adorent. Et quand on a testé ce passage en caisse aussi à l'international dans d'autres marchés, on a trouvé la même chose. Donc le passage en caisse, par exemple, un exemple d'algorithme, avez-vous oublié quelque chose ? Si on n'a pas un bon algorithme et une bonne intelligence artificielle
pour gérer le « avez-vous oublié quelque chose », il n'y a rien de plus exaspérant. On a un écran de plus avec un truc qui ne nous intéresse pas. Par contre, quand vous faites vos courses alimentaires et que vous êtes en train d'acheter en moyenne 50 produits, généralement, vous aurez oublié quelque chose. Et donc, si vous avez un algorithme très intelligent qui sait ce que vous aimez, ce que vous achetez, avec quelle fréquence, analyse cette fréquence et vous présente le produit en vous disant « Tiens, vous avez peut-être oublié quelque chose », ça fait plaisir aux gens. Ensuite, une fois qu'on leur a dit qu'ils avaient oublié quelque chose, qu'ils ont rajouté quelque chose, on leur dit vous aviez une offre spéciale où il y avait 3 pour 2 et vous n'avez pas acheté la fin de l'offre spéciale. Les gens aiment ça, ils sont très contents de ça. Donc ça, c'est un bon exemple d'une situation où c'était pas prévu au départ. Au départ, on était parti dans une logique, il faut que les gens puissent faire leur passage en caisse rapidement. On a fini avec un passage en caisse plus lent parce qu'on a pu tester des choses de façon intelligente avec l'intelligence artificielle. Alors on est presque au retour au filtrage collaboratif inventé par Amazon qui tenait compte aussi des achats des autres parce que parler de préférences individuelles, mais on peut imaginer, avez-vous oublié quelque chose? Vous avez oublié la sauce pour les pâtes ou des choses intelligentes au sens produit et association produit? L'analyse ne dépend pas que du comportement de l'individu, mais aussi du comportement du groupe. On a aussi une autre fonctionnalité qu'on a développée dans notre moteur de recherche. C'est marrant parce que quand Michel a fait son introduction, il a dit que le moteur de recherche d'Amazon était le plus sophistiqué du monde. J'ai rajouté Ocado. Je vais faire remarquer juste avant qu'on passe en scène que celui d'Ocado était plus sophistiqué que celui d'Amazon. Non pas qu'on soit Amazon sont des gens formidables, ils sont meilleurs que nous dans beaucoup de choses, mais l'alimentaire c'est très complexe et donc il y a un niveau d'analyse quand on achète 50 produits par commande plutôt que 1,8 produits par commande qui est beaucoup plus compliqué. Par exemple, une des choses qu'on fait, c'est que si on voit que vous descendez une page et que vous avez passé plus de 8 produits sans cliquer sur quelque chose, ça veut probablement dire que la page qu'on vous a présentée n'était pas vraiment la page que vous recherchiez. Et donc on a une nouvelle barre qui apparaît, qui là pour le coup est justement générée par un mélange de vos comportements et de ceux des comportements du groupe, qui dit que si vous avez fait poulet et qu'il n'y avait pas de blanc de poulet dans les 4 premiers et que voilà, on va faire apparaître blanc de poulet. Qui va vous permettre de cliquer, de passer plus rapidement à ce que vous cherchez. Donc il y a vraiment à gagner, je pense, pour tout le monde. Tout le monde qui est dans le retail, il y a énormément à gagner. Alors François, même question, mais plus peut-être orienté sur le merchandising ou la logistique. Enfin, chez Cdiscount. C'est vrai que chez Cdiscount, Cdiscount aujourd'hui, c'est 40 millions de produits, 8000 catégories, et 9 millions de clients par an. Donc le traiter à la main, c'est comme si on voulait traiter 1000 supermarchés empilés, c'est un peu fatigant. Déjà que moi je suis perdu dans une supérette. Et donc effectivement, on va retrouver un peu les mêmes logiques qui ont été évoquées par Luc. On en a une chance inouïe, c'est qu'on, dans ce genre de dispositif, que ce soit le digital, le e-commerce en général, c'est qu'on a la demande du client. Un truc un peu unique, c'est que la personne arrive et nous dit, c'est comme si on avait un supermarché où la personne dit je voudrais des petits pois, ou je voudrais des petits pois en boîte, ou je voudrais des petits pois en boîte avec de la tomate, etc. Et en plus, on a l'historique de, une fois que ces gens ont cherché ça, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qui les a intéressés, etc. Donc c'est assez unique et ce serait dommage de s'en priver, de ne pas exploiter au mieux cette information pour structurer un petit peu. Finalement, on se rend compte que ça va irriguer finalement l'ensemble de l'entreprise. Évidemment, pour le merchandising, c'est se dire, OK, quelqu'un qui arrive en disant canapé, il faut peut-être lui dire, en fait, les demandes les plus fréquentes des gens qui ont fait canapé, c'est canapé d'angle, canapé rouge, etc. La même chose un peu pour tout. Le faire de façon automatique, parce que ça vous permettra de vous adapter à la demande de demain et de ne pas d'être là tous les jours à gérer vos facettes, etc. Mais ça va jusqu'à l'offre, parce que si justement il y a des requêtes type blanc de poulet, mais nous ce sera plutôt canapé rouge, canapé vert, où vous êtes moins bon sur l'un que sur l'autre, bah c'est probablement que vous n'avez pas les bons produits, ou que ce n'est pas les bons prix, etc. Donc vous avez quelque chose qui vraiment irrigue tout, uniquement, c'est du merchandising jusqu'à l'approvisionnement, qu'est-ce qui manque, etc. Donc c'est vraiment présent partout, et après on va retrouver de l'IA sur, vous allez faire, si vous voulez faire, par exemple proposer un paiement 4 fois comme on le fait, il vous faut un score, qui je l'attribue, donc ça arrive à ce moment-là. On a des dispositifs de personnalisation aussi, donc voilà, là où aussi il en faut. Je parlais des produits, il faut les catégoriser. Quand les fournisseurs sur la marketplace envoient 100 000 références, là aussi on ne va pas mettre 50 000 personnes pour les classer, donc il nous faut des algorithmes. On a aussi des algorithmes de reconnaissance d'image pour identifier éventuellement des produits qu'on veut bannir de nos sites. Une croix gammée, ce ne serait pas top, donc on essaie de filtrer ce genre de choses, une feuille de cannabis, pour penser ce qu'on veut, mais nous en tout cas on ne les marque pas. Donc finalement, ça irrigue l'ensemble de l'entreprise. Donc
à chaque endroit, et voilà, en s'appuyant, comme je l'ai dit, sur vraiment des sources de données qui sont assez uniques et qui nous permettent, dans l'e-commerce et digital, c'est la voix du client, quoi, qui est un truc un peu... Alors justement, on parle de comportement de client, aussi de voix client. Ça s'applique également aux réseaux sociaux et sur le mobile. Et donc, Laurent, ces usages mobiles et sociaux sont particulièrement sollicités au niveau du service client. Quelles sont les applications à ce niveau-là ? Une des applications qu'on voit se développer, c'est celle de plus en plus forte et de plus en plus demandée par vous tous d'ailleurs, sur les messageries. Facebook possède 2 grandes plateformes de messagerie que vous connaissez, Messenger et WhatsApp. Et une des réflexions que nous avons en commun avec l'ensemble de l'industrie, c'est comment, à travers ces messageries et ces outils, et notamment l'intelligence artificielle et son développement, apporter la relation clientèle, la conversation que vous souhaitez voir développer en réalité sur mobile. Et on le voit très clairement, par exemple, avec l'évolution aujourd'hui des chatbots. De chatbots assez simples que nous avons commencé à tester il y a à peu près 2 ans, nous voyons arriver, grâce à ce développement, cet investissement et le développement aussi de l'intelligence artificielle, des chatbots de plus en plus intelligents, qui ne sont pas simplement programmés pour répondre à un arbre de questions, mais qui vont de plus en plus comprendre le comportement des individus et des groupes et pouvoir répondre et accompagner vos clients dans une conversation. Ça, c'est un élément concret que l'on voit se développer sur les plateformes sociales et notamment les grandes plateformes de messagerie. Et c'est pour nous, évidemment, une zone d'investissement considérable. Et ça touche également au commerce, c'est-à-dire qu'on est à la limite entre la conversation et l'échange avec un marchand. Quels sont disons les parallèles ? Oui, parce que Facebook et les plateformes de Facebook sont des réseaux sociaux. Et s'il y a bien une activité sociale humaine, c'est le commerce. Et donc le travail qui est le nôtre, c'est d'apporter, notamment dans le développement et la révolution technologique, le développement de l'intelligence artificielle et les impacts que ça a, si possible les meilleurs outils pour les entreprises qui travaillent avec nous. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans l'amphithéâtre, et je les salue bien sûr, pour donner les outils les plus efficaces pour le commerce tel qu'il est. Avec, je pense, une réflexion en tout cas qui est la nôtre, c'est de penser à l'utilisateur. Et l'utilisateur et nos consommateurs, ils sont online, ils sont aussi offline. Et notre intérêt, notre sujet permanent tous ensemble, c'est de voir comment il agit, quelle est l'évolution de son comportement et comment cette incroyable révolution technologique et ces investissements vont servir, j'insiste bien sur le terme servir, ce but ultime qui est d'être en contact avec le consommateur et bien sûr pour chacun d'entre vous et ensemble, d'améliorer la création de valeur des entreprises. Alors, est-ce qu'on va vers quelque chose qui ressemblera à WeChat, la plateforme chinoise qui connaît tant de succès, ou est-ce que c'est vraiment un modèle unique qui n'est pas transposable ? WeChat a une histoire particulière en Chine. C'est lié aussi, cette plateforme qui finalement rassemble tellement de fonctionnalités, à l'histoire aussi applicative et digitale de la Chine. L'histoire de l'Europe, de la France, de l'Occident est un peu différente. En revanche, ce que nous pouvons observer, c'est que de plus en plus, les messageries qui se sont déployées depuis quelques années pour devenir de vraies plateformes de services deviennent actuellement un élément très important du commerce, de la relation clientèle, de la conversation. Parce que d'abord, les consommateurs le demandent. Nous aimons beaucoup pouvoir parler aux marques qui font notre environnement quotidien sur notre smartphone. Et il se trouve que nous utilisons fortement au quotidien les plateformes de messagerie. Je vous donne 2 chiffres. Messenger, c'est 26 millions d'utilisateurs en France. Et par jour dans le monde, Messenger et WhatsApp, c'est 100 milliards de messages. Ça vous montre l'appétit que nous avons de parler aux gens qui comptent pour nous, nos enfants, nos amis. Je ne sais pas combien il y a de groupes ici dans l'assistance WhatsApp, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais de plus en plus, de parler aux marques. Qui font notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose que nous déployons. Je vois Nathalie Bala qui est là au premier rang, avec une par exemple pour la Redoute, mais tous ceux qui sont ici, fortement. Et c'est un axe de développement stratégique très important. Luc ? Non, j'allais juste donner 2 exemples très pratiques d'application d'intelligence artificielle au comportement du consommateur. Un qui est dans le domaine du chat, de l'analyse de langage. Donc aujourd'hui, quand on reçoit des messages clients, maintenant on analyse le langage et on analyse spécifiquement pour l'énervement du consommateur.
Parce qu'on sait que si quelqu'un nous écrit pour nous dire c'était formidable, on sait qu'on n'a pas besoin de répondre tout de suite. Par contre, si quelqu'un écrit pour dire je vous déteste, point d'exclamation, il faut réagir très vite, parce qu'on sait tous que la gestion du client dans une situation difficile est une priorité absolue, et que si on la gère bien, on va non seulement garder ce client, mais en plus, on va en faire un client très fidèle et très satisfait. Donc ça, c'est un exemple extrêmement pratique d'utilisation d'analyse de langage. Je vous donne un autre exemple, parce que tout à l'heure, on parlait de renforcement du comportement humain. À chaque fois qu'on teste quelque chose, on a toujours automatiquement généré par nos systèmes d'intelligence artificielle un sous-groupe de contrôle sur lequel on va tester autre chose. Donc par exemple, quand on vous présente des produits dans un certain ordre, pour 99% de nos clients, on va leur présenter l'ordre que l'algorithme a généré. Le danger de ça, c'est qu'on renforce le comportement préexistant. Donc si vous avez acheté une fois du yaourt type A, on va toujours vous représenter en premier le yaourt type A, vous êtes plus susceptible de le racheter. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fin de compte, ce jour-là, vous avez acheté du yaourt type A parce que quelqu'un venait de vous en parler, mais qu'en fait, c'est le yaourt B qui est vraiment le yaourt pour vous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'automatiquement, dans tous nos algorithmes, on a un système qui va vous présenter, qui va présenter à une petite proportion du groupe le yaourt B en premier, et on pourra analyser si le fait que le yaourt B était présenté en premier le fera vendre mieux que le yaourt A, et en fin de compte, c'était le B qui aurait dû être à la place du A. C'est intéressant. Alors, on pourra se poser la question, mais c'est peut-être l'objet d'un autre débat, si l'IA peut détecter l'ironie dans l'analyse du langage, puisque par exemple des expressions that's interesting en anglais ne veulent pas dire la même chose. Absolument. C'est intéressant en français. Et bon, pour revenir aux marques dont parlait Laurent tout à l'heure, une question pour tous, mais je commencerai par Jean-François. Que signifie cette évolution finalement en matière de proposition de valeur pour les marques ? Aujourd'hui, l'IA a un potentiel très important, on en a parlé, mais il faut bien comprendre que ça a un prix et que quand on utilise de l'IA, on est sur un système non réversible. C'est-à-dire qu'en gros, quand on utilise une IA, on transfère son expérience à cette IA. Et donc, il faut bien choisir l'endroit où on va investir son IA pour pouvoir justement développer son expérience et que ça reste au sein de la marque, ou est-ce qu'on va la confier à un tiers et ce tiers va apprendre de notre activité. Donc ça, c'est un point. Donc il faut bien choisir où on va investir l'IA. Et donc ça, c'est directement lié à, mais quel est notre business model ? Qui sommes-nous ? Et le qui sommes-nous est aujourd'hui est notamment résolu par le client. Le client a pris un certain pouvoir et le client, il va chercher du sens. Pourquoi je vais aller dans cette marque ? On sait tous que vendre, ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que le client, il achète. Et pour qu'il achète, c'est qu'il ait compris le sens de la marque. Aujourd'hui, nous, Microsoft, on fournit les infrastructures pour cette transformation digitale, ce nouveau monde. Donc, on est obligé de se poser ces questions en termes d'architecture. Et aujourd'hui, on a finalement 4 propositions clients, ou 4 attentes clients. Il y a des clients qui vont à un endroit parce qu'ils croient en la marque. La marque leur plaît et la marque existe par les produits qu'elle développe. Ce sont des marques produits. Il y a des clients qui vont à des endroits parce qu'ils vont découvrir du conseil, de l'accueil, des sourires, des gens qui leur serrent la main, des gens qui vont les amener sur des terrains inconnus. Ce sont des commerçants. Il y a des endroits où le client, il y a des moments où le client il veut aller vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Il sait ce qu'il veut, il achète toujours la même chose. Là, on est dans la distribution. Et puis, de temps en temps, le client il veut découvrir des inattendus. Là, il est dans une galerie marchande. On a 4 modèles. On a dit qu'il fallait être précis. Dans le premier cas, quand on présente des marques, on a des showrooms. Quand on rencontre des gens, on a des commerces, on a des commerçants. Quand on fait de la distribution, on a des magasins, c'est magasiné. Et quand on veut découvrir des marques, on a des galeries marchandes. 4 business models qui finalement n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, il est extrêmement important pour les marques de bien réfléchir, mais finalement, quel est mon business model ? Où est-ce que je vais investir mon IA ? Et on voit bien typiquement que, notamment dans la grande distribution, récemment je faisais un papier dessus, la grande distribution alimentaire notamment est obligée de quitter le secteur de la distribution. Parce que pour faire de la distribution, lui en a très bien parlé, il faut des algorithmes, il faut bien comprendre le comportement client, bien connaître les produits, et donc il faut des mathématiciens, des robots, des entrepôts très efficaces. Aujourd'hui, la grande distribution alimentaire, elle a des personnels qui sont prêts à sourire et à devenir commerçants,
et ils ont des mètres carrés. Et donc on voit bien que certains de la grande distribution alimentaire sont en train de se repositionner sur je fais du produit, et donc maîtriser la filière, et j'ai des commerçants dans mes magasins, vive les bouchers, les pâtissiers, etc. Et pour prendre par exemple Intermarché, qui est passé de mousquetaire de la distribution à producteur et commerçant. Le sous-jacent, c'est qu'il y a une architecture, il y a une organisation, il y a un modèle. Ici, on va voir qu'il y a des acteurs qui étaient dans la distribution par correspondance, qui sont maintenant devenus des produits, qui sont très forts sur le produit. Et donc, quand on va investir sur son IA, eh bien, si c'est son cœur métier, eh bien, on doit absolument garder son IA chez soi. Parce que l'IA, progressivement, va emmagasiner le savoir-faire de la marque. En revanche, les activités connexes, parce que tout le monde fait de la distribution, tout le monde fait du commerce, tout le monde fait des showrooms, tout le monde a des marketplaces, les activités de commerce, là, on va peut-être les faire opérer par des tiers au moindre coût, et là, on va pouvoir s'appuyer sur des IA tiers. Et donc, cette approche de bien comprendre qui l'on est, où est notre cœur business, et si notre savoir-faire, c'est le commerce, c'est peut-être dommage d'utiliser l'IA d'un tiers pour gérer la relation client. Quand on fait du produit, c'est peut-être dommage de mettre son IA produit chez un tiers. Donc, il faut choisir ses combats, en fait. Il faut choisir ses combats. Donc on a cinq axes qui sont le produit, le conseil, la confiance, la convenience, comme on dit en anglais, et la découverte. Il faut choisir. Voilà, on est dans une école de commerce, hein, c'est ce qu'on appelle les 5 business capabilities fondamentaux des entreprises. Le client, le produit, la relation fournisseur, la relation entre les entités et l'exécution. L'exécution, tout le monde doit être parfait aujourd'hui. Après, il faut choisir. Je fais du produit, la relation client, la relation fournisseur, ou je suis un passeur. C'est fondamental. Le client le demande, sinon ça vous coûtera trop cher d'essayer de vendre. Il faut que le client il achète. Et ensuite, vos investissements IA seront directement liés à ça. Alors, Luc, François, Laurent, quels sont vos commentaires par rapport à ça? Où est-ce que vous vous situez finalement? Je donne un peu la position, mais voilà, chacun parle pour sa paroisse. Mais bon. Aujourd'hui, finalement, on voit si on regarde, je veux parler du groupe Casino, mais ce n'est pas le seul, hein, si on voit les initiatives qui sont lancées finalement pour valoriser cette donnée, et pas uniquement pour notre usage propre. Aujourd'hui, si je prends Cdiscount, mais je reviendrai après sur le groupe Casino en général, bah, c'est aussi une plateforme pour les fournisseurs, pour mettre en avant leurs produits, etc. Et finalement, nous, comme le fournisseur, on a intérêt à ce que ça se vende bien. Hein. Il y a pas, pour le coup, l'intérêt est plutôt convergent. Donc on va leur proposer des services pour les aider à pousser leurs produits vers les bonnes personnes, etc. Donc ils vont bénéficier indirectement de la façon dont nous, on traite nos données clients. De façon plus large sur le groupe, hein, si on regarde l'initiative Relevancy, que je connais assez bien aussi, parce que j'y ai passé 1 an, c'est bien cette idée, c'est de dire qu'il y a une masse d'informations relativement sous-exploitées encore sur, voilà, ne serait-ce que les tickets de caisse. Alors, on connaît énormément de choses. Et comment la valoriser pour proposer à des annonceurs d'identifier des publics qui sont intéressants pour eux, de les aider à comprendre comment les gens consomment, etc. Et même mesurer l'effet de leur campagne de publicité. Donc c'est finalement proposer un ensemble de services qui, vu de l'extérieur, je pense qu'il y a 10 ans, un retailer ne se serait pas dit je vais proposer ça comme service, mais aujourd'hui se dire qu'un retailer qui travaille avec l'intelligence artificielle pour valoriser son actif data est en mesure de proposer un certain nombre de services aux marques. A priori pour un objectif convergent quand même. D'accord. Luc? Non, j'allais juste momentanément remettre mon ancienne casquette. Comme Michel l'a dit, j'étais avant chez Sainsbury's, donc un retailer classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le numéro 2 de la grande distribution alimentaire en Angleterre. Et je pense qu'un des challenges de cette situation, c'est de dire, bon, stratégiquement, on veut faire toutes ces choses nouvelles, mais ce n'est pas évident de les faire. Parce que, bon, quand j'étais chez Sainsbury's, j'étais en charge à la fois du domaine e-commerce, mais aussi du domaine digital. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que pour nous, recruter le talent dont on avait besoin pour vraiment se lancer dans certaines de ces voies était quasi impossible. Donc on a dû faire des choix pour le coup encore un peu plus précis et restreints. Nous on avait fait le choix de dire qu'on allait être très bon en analyse de données de fidélité, donc on s'est vraiment lancé là-dessus. Mais par contre, qu'on allait être en partenariat sur le reste. Et c'est vrai que là pour le coup, maintenant que je suis dans une boîte de technologie, dont un des cœurs de métier est de recruter ces talents spécifiques et exceptionnels dont on a besoin, on comprend pourquoi on peut pas tout faire. C'est pas seulement un choix stratégique, mais c'est aussi un choix pratique de savoir dans quoi on va pouvoir vraiment être bon. Alors, Laurent,
Facebook, j'ai obtenu une statistique qui dit que Facebook indique que dans 99% des cas, l'IA obtient de meilleurs résultats que l'humain. Et la question là, que je voudrais vous poser à tous, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on doit laisser l'IA, la data, décider pour nous au niveau de nos stratégies? Est-ce que on doit les laisser piloter le business? Parce que les algorithmes ne font pas tout. Il y a quand même les aspects création, conception, créativité. Jusqu'où aller en matière de délégation des pouvoirs à ce pattern data-information. Et peut-être pour commencer, une question à François sur la collecte de data. Enfin, elle est valable aussi pour Facebook, qui en collecte énormément. Collecter quelle data? Pour quoi faire? Pour quelle valeur ajoutée? Je pense qu'on va tous se rejoindre, je pense, sur ce sujet, ce qu'on a un peu ébauché au début, c'est tout ce qui va tourner, tout ce qui va nous aider à mieux comprendre ce que veut le client, qui il est, c'est très précieux. C'est ce qui va nous permettre d'être meilleurs pour les proposer. Et du coup, je vais donner, ça ne veut pas, enfin, je vais quand même enchaîner sur la première question qui était est-ce qu'on laisse toute la place, etc. Si je prends l'exemple d'un moteur de recherche sur un site de e-commerce, c'est assez classique, c'est que vous allez dire, ok, les gens qui ont tapé une recherche relativement générique, genre canapé rouge, on va leur pousser les produits qui, a priori, ont été le mieux vendus à des gens qui ont tapé ça. Bon, ou je vais prendre dans l'électronique, peut-être ou sur des consoles de jeux, ça va être la même chose. Mais l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle. Donc l'artificiel, il y a quand même artificiel. Bon, et en fait, si un nouveau produit arrive et qu'il ne l'a jamais vu, alors, il ne va pas du tout le pousser, parce qu'il n'a absolument pas conscience. Alors on pourrait imaginer des mécaniques, mais... Ou même si un acheteur a réussi, par exemple, à faire un deal avec un fournisseur sur un produit un peu différent et qu'on ne connaît pas et pour lequel on n'a rien à dire. Je ne sais pas ce que sera l'overboard de demain, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer quelque chose de nouveau sur lequel on a peu de signal. À un moment, il faut laisser la place à l'humain pour faire un pari, quoi. Et aujourd'hui, tel que c'est conçu chez nous, il y a effectivement l'algorithme qui s'appuie sur cette donnée client qui est très précieuse. Mais l'acheteur a la liberté de dire, OK, vous êtes mignon avec votre algo, mais... Moi, je pense que le truc qui marche, c'est ça. C'est un pari de l'acheteur. Bon, si ça ne marche pas, au bout d'un moment, on va dire, OK, super, mais ça ne marche pas. Dans tous les cas, c'est l'instinct. L'instinct, ça existe. Et je pense que si on regarde l'histoire du retail, je pense que beaucoup de choses se sont construites sur l'instinct plus que sur des algorithmes. Donc, bon. Alors, Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire de cette information? C'est-à-dire qu'il y a les aspects monétisation, les aspects ciblage, on en a parlé. Quels datasets sont utilisés par Facebook par rapport aux retailers, et notamment aussi au regard des lois de type RGPD? D'abord, c'est un point important en effet, de redire que nous respectons, je pense comme à peu près toutes les personnes qui sont ici, soit sur la scène, soit dans l'amphithéâtre, le règlement européen, et que nous avons beaucoup travaillé pour le mettre en œuvre à partir de la fin du mois de mai de cette année. C'était évidemment un enjeu pour nous extrêmement important, et que c'était un enjeu important pour l'entreprise Facebook, et aussi dans la relation que nous avons avec vous tous. Sur la question de l'utilisation, évidemment, vaste sujet. La première utilisation que nous faisons de cette innovation, et notamment de nos investissements en intelligence artificielle, c'est de pouvoir vous proposer les meilleurs outils publicitaires, de marketing, de conversation client dans le développement de l'entreprise. Et ça, c'est notre métier de base, ou le premier élément de la relation et de partenariat que nous avons avec les entreprises françaises. Et nous le mesurons évidemment le plus possible, le mieux possible, dans un objectif qui est de créer de la valeur. Un exemple, nos outils nous permettent aujourd'hui de proposer un produit qui s'appelle publicité dynamique, je le traduis en français, qui va donner la main au système, aux algorithmes, nourris par la data, nourris par les développements de l'intelligence artificielle, pour proposer automatiquement et de façon optimisée le bon produit à la bonne personne, si possible sur la bonne plateforme et au bon moment. Nous observons de cet outil, son développement en France et en Europe, d'excellentes performances. Voilà un élément très clair où la machine, rendue plus intelligente par le travail, l'information, l'intelligence artificielle, va vous procurer beaucoup plus de valeur. En revanche, tout n'est pas dans la main de cette révolution-là, de ces algorithmes-là, de cette intelligence artificielle. Évidemment, beaucoup dépend, heureusement, mais presque j'allais dire naturellement, du travail des hommes et des femmes, et notamment en collaboration avec nos équipes. Raconter l'histoire d'une marque, créer
l'histoire de vos marques ou de vos produits sur un téléphone mobile. Générer l'émotion d'une marque, sa préférence, la notoriété avant la préférence. Cela, évidemment, reste des activités considérables dans le travail des entreprises. Et là, il y a évidemment un investissement humain extrêmement important qu'il faut conduire. Et je trouve que c'est l'alliance des deux qui produit le plus grand nombre, évidemment, de succès et les grandes valeurs. Si je prends un exemple, puisque c'est un débat une réflexion qui anime beaucoup, à juste titre, la distribution française, des Digital Native Vertical Brands. Ces jeunes entreprises, souvent nées de l'ère digitale, qui sont des entreprises de commerce et de distribution dans un secteur donné, et qui sont par nature assez douées dans l'utilisation du potentiel digital. Mais regardez à quel point elles cherchent aussi à créer une préférence de la marque, à raconter un système de valeurs, parfois un système de comportement avec leurs prestataires, avec leurs salariés. Je pense à l'exemple du slip français, qui est une marque qui a réussi depuis quelques années dans notre pays, dans le textile. Elle est extrêmement douée dans l'utilisation de la technologie numérique, dans l'innovation, dans les premiers outils qu'on utilise et que je vous ai décrits d'intelligence artificielle et d'algorithmes, dans le ciblage, dans la mesure, très douée. Mais regardez le travail en amont qui a été fait pour générer une relation particulière avec la marque, autour en l'occurrence du Made in France. Ce sont bien des hommes et des femmes qui se sont investis et qui ont retrouvé, on est dans une école de commerce aussi de marketing ici, ces fondamentaux-là, l'alliance de l'homme, de la femme, je voudrais le dire aussi de la femme, parce que je trouve qu'il y a trop d'hommes là sur la scène, voilà, merci, de l'algorithme et de la technologie, voilà une des recettes les plus efficaces aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'elle va durer très longtemps. Alors, le slip français, c'est un cas intéressant, justement, leur ancrage. Ils l'ont matérialisé par une sorte de cartographie, hein, c'est ça l'histoire, c'est qu'ils ont vraiment montré et démontré que tout était produit made in France. Je ne suis pas l'ambassadeur de la marque, j'aime beaucoup, bien sûr, cette marque, je connais très bien l'entreprise. Il y en a tellement d'autres, d'ailleurs. J'ai pris cet exemple, il y en a tellement d'autres. Mais je trouve que c'est un exemple intéressant. Digital native, mais vous voyez le travail, évidemment, autour de la marque et autour de la réflexion. La place des hommes et des femmes du slip français est évidemment extrêmement importante. Alors, est-ce que ça a des limites, tout ça? Parce qu'on laisse beaucoup de choses pilotées par l'IA, de plus en plus. Hein. Il y a des choses qui sont aidées par l'IA. Jusqu'où aller? Est-ce qu'il faut cartographier un petit peu les sujets dans son activité qu'on doit laisser piloter par l'IA? Ou est-ce que finalement, il faut être pragmatique et se dire on essaye et puis on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas? Et surtout, quelles sont les limites, les biais? Étant donné l'amplification que ça génère, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'effet de bord? Je vais commencer par Luc Jensen. On a toujours peur des nouveautés. La société sait les gérer. Donc, je pense qu'il n'y a pas... on a parlé beaucoup de l'aspect intérêt pour le client dans une expérience retail différente. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le potentiel de gain en performance opérationnelle, de bonne utilisation de données, et qu'en fin de compte, ce gain en performance opérationnelle, on peut le rendre au client avec un meilleur service ou des prix plus bas. Donc, par exemple, l'algorithme que nous, on utilise pour prévoir la commande d'un client, donc par exemple, quand vous allez sur le site d'Ocado UK et que vous cliquez, vous avez un truc qui s'appelle Instant Shop qui vous génère un panier qui est le panier qu'on prévoirait qu'à cette date, vous alliez faire. Ça, c'est un aspect client. Mais en réalité, c'est exactement le même algorithme et les mêmes données qu'on utilise à tout moment avec une probabilité affectée à un moment affecté de commande qui fait que même si je n'ai pas commandé, le système est en train de prévoir qu'il y a une certaine probabilité que je commande à une certaine date un certain nombre de produits. Et ça le fait pour tous les clients. Et donc ce système-là est utilisé pour tout le planning de la robotique en entrepôt pour la préparation des commandes, est utilisé pour tout le supply chain pour les commandes clients et est utilisé pour toute la gestion du réseau de camionnettes de distribution. Un exemple de résultat de ça, c'est que pour ceux qui sont dans l'alimentaire dans la salle, le taux de perte et casse dans l'alimentaire est typiquement à peu près de 2,5 à 3%. Donc tout ce qui finit à la poubelle, ce qui est perdu, ce qui est volé, etc. Nous, on arrive à avoir ce chiffre-là à 0,7%.
Et donc, voilà, soudain, on se retrouve avec 2% de valeur à réinvestir pour le client, à réinvestir dans le système. Donc, il faut pas, on se focalise beaucoup sur le client, c'est très important, mais il y a aussi toute la valeur à créer en amont dans le système de planning, distribution, etc. Et là, en général, moi, mon expérience, c'est que la plupart du temps, si l'algorithme est bon, il est meilleur que l'être humain. Alors, on va parler d'êtres humains, justement. Ce sont des êtres humains qui conçoivent ces IA. Et Jean-François, il n'y a pas un biais finalement possible lié au profil des concepteurs même de l'IA? Alors, effectivement, il y a toujours cette notion de biais sur laquelle il faut être vigilant, mais pour compléter ce que disait Luc sur l'opérationnel, moi je vais aller donc sur le terrain de l'humain, effectivement. Revenons sur une base. Alors, chez Microsoft, on est vraiment là pour pousser les technologies, pour vous aider à vous transformer, et donc on aime bien revenir à des basiques en fait. Une data, ce n'est pas une information. Une data, c'est quelque chose qui est collecté, qui est définitif. Ma date de naissance est une data. Une information, c'est ce qu'on va créer à partir de data pour servir quelqu'un, pour servir quelque chose. Et cette information, ça va être mon âge, ça va être mon jour de naissance, mon mois, si on veut me souhaiter mon anniversaire, etc. Et aujourd'hui, l'IA, en fait, va travailler bien souvent sur des datasets, mais également sur des informations, avec un savoir-faire métier, pour délivrer une expérience opérationnelle ou pour aller à la rencontre du client. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, vos collaborateurs, on leur demande finalement relativement peu de réfléchir à cet élément, c'est quelle information générer, pour qui, à quel prix. Et ça, aujourd'hui, dans une société de l'information, probablement que chacun élément, en fait, chacun de nos collaborateurs a peut-être des idées sur comment, à partir de la data, je génère une information par rapport à une cible, avec un certain prix, une certaine qualité, et je fais ce trade d'information quasiment en temps réel. Et l'IA va probablement l'aider. D'où la nécessité de former les collaborateurs sur le potentiel de l'IA pour que justement cette IA l'aide encore plus de passer de la donnée à l'information, là où on crée de la valeur, et à la transformer, à l'amplifier grâce à l'IA. Là, il y a vraiment tout un process en fait, qui concerne aussi bien le collaborateur surface de vente que le collaborateur en entrepôt, etc., pour justement participer à cette création de valeur grâce à la donnée. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et quand il aura cette maturité, cette curiosité, cette ambition et presque ce plaisir, vous verrez, parce que quelque part, ça lui permet de se renforcer dans son activité, eh bien, de lui-même, il pourra détecter des biais, si effectivement des biais sont rentrés, sont apparus dans le modèle. Mais il faut vraiment aujourd'hui repenser et donner à chaque collaborateur la possibilité de se dire, non, là, tu connais cette donnée, tu n'as pas une idée sur une information qu'on pourrait créer, et tiens, regarde les IA, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait amplifier pour aller à la rencontre du client, du marché, de la performance, etc. Ça, c'est vraiment très excitant, en fait, parce que tout le monde est concerné. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Microsoft a investi beaucoup pour que chacun, quelque part, dans les écoles, s'approprie ces notions de data, information, comprendre qu'une information, ce n'est pas une data, et transformer cette information, l'amplifier grâce à l'IA. Juste sur les biais, là, pour reprendre le propos de Laurent, et qu'il n'y a pas de... On est tous des hommes sur scène. Ce métier est vraiment un métier dans lequel il nous faut plus de femmes. Il manque presque la moitié de la population parce qu'en fin de compte, il y a très peu de femmes qui se lancent dans ces carrières-là. Donc, pour ceux qui sont en âge comme moi, encouragez vos filles vers ces métiers-là. Et ceux qui sont encore en train de faire des choix, il y a des choix très intéressants à faire. Aujourd'hui, le gain de salaire quand on fait un master en data science est plus élevé que le gain de salaire qu'on fait avec un MBA. Donc réfléchissez au sujet parce qu'il nous manque la moitié de la population. Des vrais débouchés. Moi, je vais peut-être juste donner un petit éclairage un peu organisationnel parce qu'on sait un peu ce sujet, quoi. En fait, nous aujourd'hui, quand on se lance dans un sujet qui va tourner autour de l'IA, alors certes, on a beaucoup la main dessus au sein de la direction dont je m'occupe. Mais assez vite, notre objectif, c'est qu'au bout d'un an, ce soit le métier qui pilote les data scientists. Donc déjà, on le fait avec eux, donc ça limite quand même un peu le risque. Et après, on leur dit, OK, formez-vous, et dans un an, c'est vous qui allez vous débrouiller tout seul avec vos data scientists, et c'est vous qui allez continuer d'améliorer les choses. Donc ça nous garantit quand même qu'ils gardent un œil dessus, et que ce soit eux qui valident le truc. Justement, on revient à ce facteur humain qui est très, très important. L'intervention de l'IA dans le métier de retailer, c'est couplé avec de nouvelles attentes clients, dont on pourrait parler également, ça entraîne vraiment une redéfinition des rôles, une redéfinition des métiers. Laurent, quels sont les nouveaux usages, en fait, les nouvelles attentes clients par rapport au retail, au métier de retailer,
et comment certaines applications finalement permettent de piloter par l'IA ou pas, permettent d'y répondre. Nous, ce qu'on observe, et ce qu'on observe souvent avec vous, dans le changement du comportement du client et sans surprise, l'instantanéité est un élément très important. La vitesse de transformation de ces technologies impacte aussi le comportement des clients. Une très grande fluidité et le goût du client qu'il y ait le moins de séparation entre, au fond, le off et le online, parce que nous sommes à la fois des êtres connectés en permanence, mais que, évidemment, le commerce physique reste extrêmement important. La personnalisation. Ça, je crois que c'est un élément absolument fondamental dans le changement de la relation des entreprises avec leurs clients. Parce que de plus en plus, cette relation se passe sur un téléphone mobile, et la particularité d'un téléphone mobile, pardonnez-moi pour cette banalité, c'est un outil personnel. Et vous acceptez, nous acceptons que les marques nous parlent dans notre téléphone, quelle que soit la plateforme que nous utilisons ou l'application qu'on utilise, mais de façon personnalisée. Et enfin, le quatrième élément, je crois, qui est un débat un peu plus vaste que celui qu'on a aujourd'hui, c'est je pense que les consommateurs informés, connectés, à qui on a donné une voix, qui peuvent vous répondre sur les grandes plateformes, ce n'est pas toujours facile à gérer, mais il faut le faire, veulent beaucoup plus quand ils sont en relation avec une entreprise qu'un produit. Je pense qu'ils n'achètent pas uniquement un produit, que les systèmes de valeur des entreprises, les systèmes de comportement des entreprises, et ça vaut aussi pour nous, sont très importants. Et la façon, on le voit dans le débat de la distribution alimentaire, des filières, de la qualité de l'approvisionnement, de la traçabilité des origines, et vous le savez objectivement mieux que moi, pèse énormément aujourd'hui dans le choix. Et bien, toutes ces évolutions sont à l'œuvre. Elles sont une grande opportunité en réalité pour les entreprises. Quand on les comprend, quand on voit quelle peut être l'utilisation et l'utilité évidemment de la révolution technologique dans son efficacité d'outils, elle donne beaucoup d'opportunités aux marques de changer évidemment leur positionnement face à leurs consommateurs. Voilà ce que l'on observe dans l'évolution des consommateurs. Intéressant. Pour revenir à la gouvernance dont parlait François, et justement question pour François, les fonctions touchées par l'IA dans les métiers du retail, supply, vente, et la nécessité peut-être de lâcher prise, tout ça c'est des questions fondamentales pour les organisations elles-mêmes. Chez Casino / Cdiscount, qu'est-ce qui a été finalement changé par ces nouveaux métiers ? Chez Cdiscount, c'est beaucoup, parce que c'est très natif data, donc maintenant il y en a un peu partout. Alors, au début, c'était très commerce marketing, aujourd'hui un peu plus l'offre, les achats, etc. Et forcément, il y a... Après, il faut qu'on montre bien que ce soit utile, quoi. C'est toujours pareil, hein. Mais bon, après, j'ai vu ça dans le conseil avant, etc. Il y a beaucoup de méfiance au début. Et donc, il faut arriver assez vite avec des choses un peu concluantes, pragmatiques. Donc, il ne faut surtout pas travailler hors sol, travailler au plus près des métiers et réussir à les convaincre qu'on peut les aider, quoi. Est-ce qu'il y a une hybridation possible ? On voit l'exemple de Walmart qui forme ses caissières à devenir nous, c'est effectivement ce scientist. qu'on fait. Sans aller jusque-là, effectivement, quand on a nos chefs de pro, on forme typiquement sur pas mal de sujets. On identifie quelqu'un du métier qui va porter le projet avec nous. Et au bout d'un an, vraiment, on le rend autonome, on le forme pour qu'il soit autonome pour être à même de gérer des data scientists avec sa casquette métier, quoi. Notre objectif, c'est ça. Et pire que, au-delà de ça, nous, là, on est en train d'organiser un peu une formation de tous les cadres de l'entreprise, un peu pour les acculturer. À quoi ça sert ? Parce qu'il y a un peu beaucoup aussi de fumée, quoi. Quand on voit machine learning, les gens disent « Ah mon Dieu, c'est compliqué ». Alors qu'en fait, souvent, c'est même assez déceptif pour les data scientists, c'est que souvent, c'est des choses très simples qui résolvent le problème et pas forcément. Effectivement, les réseaux de neurones, c'est bien pour les images, mais des fois, c'est juste être un peu astucieux dans l'exploitation de la donnée qui résout le plus gros du problème. Et donc, il faut démystifier un peu, montrer que ça peut être simple, pragmatique, et que c'est beaucoup de bon sens, en fait, mais comme la vie en général, c'est ça. Beaucoup de bon sens, c'est ça qui marche. Et qu'en fait, ils peuvent tous, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on leur dit réseau de neurones 1000 couches, ils ont l'impression que c'est effrayant, mais en fait, il y a plein de choses qu'ils peuvent appréhender sans être eux-mêmes capables de faire la chose. Mais en tout cas, appréhender les outils, ils peuvent tous le faire. C'est plutôt qu'il faut vaincre un peu ces craintes. Très bien. Alors, finalement, on a un nouveau mix qui apparaît, Jean-François, dans ce mix transaction, information, émotion,
quelle est la nouvelle donne que redevient ou redevient le métier de retailer / commerçant? Effectivement, le mix du commerce, depuis la nuit des temps, c'est un mélange de transactions, d'informations et d'émotions. Et aujourd'hui, on voit bien que la transaction et l'information doivent être portées par le digital, parce que c'est là, finalement, on a l'efficacité, et il reste l'émotion. Et une autre manière de voir les choses, c'est que globalement, on doit tous, dans nos métiers respectifs, réinventer le hasard. Parce que notre société est en train de tuer le hasard. Que ce soit la réglementation, que ce soit l'IA, il y a moins en moins d'inconnus. Quand on part en voyage, on veut que le train soit à l'heure, qu'on veut avoir vu la chambre d'hôtel avant, etc. Or, ce dont on se souvient dans une relation, c'est l'inattendu. Le truc qui sort, qu'on ne s'attendait pas, et ça, c'est ce qu'on va raconter en rentrant. Eh bien, aujourd'hui, dans le retail, il faut arriver à recréer ça. Donc, toujours dans le respect de la marque, est-ce que je fais du produit, de la distribution, du commerce? Il faut que chacun de vos collaborateurs soit capable de devenir entrepreneur et de prendre du risque quelque part pour sortir du process habituel qui est porté par l'IA, par tous nos outils data, etc. Et à ce moment-là, on va créer d'abord une motivation au niveau des équipes, parce qu'elles vont revenir entrepreneurs. Et puis le client va être surpris et ça va créer une adhésion forte en fait, et de la mémoire, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment un défi, et le défi doit être donné à chacun dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, c'est réinventer le hasard, devenir entrepreneur, prendre des risques, dans le respect bien sûr, du sens de sa marque. Et ça aujourd'hui, c'est un message important parce que l'IA est là pour nous amplifier. On a externalisé nos fonctions physiques par le passé, on est en train d'externaliser nos fonctions cognitives. Et donc ce qui fait notre humanité, c'est notre capacité à nous émerveiller ou à nous révolter. Et donc ça, c'est bien la force des entreprises. Et c'est ça qu'on doit essayer de pousser absolument aujourd'hui au niveau de nos équipes pour être performants et pour se réaliser. Alors Laurent me disait qu'aujourd'hui, l'émerveillement, il vient du train qui arrive à l'heure. C'est pas faux. Pour conclure ce débat, j'aimerais qu'on ait une petite réflexion sur l'IA et finalement son importance. Quelle importance donner à ce sujet? Est-ce qu'il s'agit d'une simple évolution, finalement des algorithmes qui se sont perfectionnés au fil du temps? Ou est-ce qu'on est vraiment à un véritable tournant, un virage, une révolution industrielle? Pourquoi pas? Et je vais demander à chacun d'entre vous de conclure sur ce sujet. Laurent. Non, je pense qu'on est à une révolution extrêmement profonde. D'ailleurs, c'est très intéressant quand vous regardez la jeune histoire de l'intelligence artificielle. Je crois que le terme a 60 ans à peine. Une des grandes références mondiales, qui est français, Yann Lequin, qui travaille pour Facebook et qui était le grand spécialiste de l'intelligence artificielle, le raconte très bien. Il a vécu, lui, l'hiver de l'intelligence artificielle, il y a plus de 20 ans, où on pensait qu'il n'y avait pas d'avenir, notamment au machine learning et à ce qu'il a lui-même poussé. Et puis l'accélération technologique, la capacité de rassembler des datas de façon extrêmement importante, l'accélération des capacités de calcul, etc., a changé la donne. C'est certainement une grande révolution, évidemment. Et on voit d'ailleurs, quand on a la chance de pouvoir le voir au quotidien, l'accélération de la recherche et de l'application de cette recherche. Je pense que c'est une vraie révolution. Et c'est certainement une des révolutions qui caractérise ce moment technologique. Et c'est une révolution surtout parce qu'elle est sortie du cadre pur de la recherche. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons en parler ensemble. Que nous pouvons commencer à utiliser des outils qui, sans l'intelligence artificielle, ne seraient pas utilisés. Dans l'industrie, bien sûr, qui est la vôtre. Mais regardez tout le débat et l'accélération technologique ou l'innovation dans l'industrie automobile. Et tant d'exemples le montrent. Donc nous sommes à un tournant extrêmement fort. Une partie de la compétitivité des entreprises, sans aucun doute, est liée à ce sujet. Et au-delà des entreprises, peut-être même des nations et des sociétés. Et donc oui, c'est un moment extrêmement important, un virage extrêmement profond, et une responsabilité qu'on a tous de le prendre le mieux possible, et certainement ensemble. C'est ce qui permet finalement ce retour à un véritable commerce émotionnel, dont parlait tout à l'heure Laurent, avec ces fameuses DNVB, qui sont des marques un petit peu d'un nouveau genre. Alors, François, quel commentaire sur ce sujet? Moi, j'ai eu à mon niveau impersonnel, quand je me suis lancé dans la statistique il y a un petit moment quand même, tout le monde trouvait ça hyper ringard, et on m'a dit, tu vas t'ennuyer, mon pauvre. Viens en conseil avec nous. Bon. Et effectivement, ce truc a été très rapide. Après, ça a commencé à émerger, je dirais, début des années 2010, ça a commencé à pas mal bruisser. À un moment, on a parlé beaucoup de techno et c'était encore très abstrait. Et ce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est très différent, c'est qu'on parle beaucoup d'usage.
finalement, on n'a pas parlé de technologie, on n'a pas dit X milliards, le mot octet n'a pas dû être prononcé. Et donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est un usage. Donc, de fait, oui, c'est une révolution qui est finalement assez rapide et qui est passée qu'en s'appuyant. En fait, la technologie a un peu digéré la barrière. Et aujourd'hui, on peut utiliser des choses qui ne sont pas forcément nouvelles. Les réseaux de neurones n'ont pas été inventés avant-hier. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a la capacité de les utiliser de façon opérationnelle. Ce qui en rend donc l'usage possible. Et donc, oui, et quand je racontais l'histoire des 40 millions de produits et des 9 millions de clients en face, on ne peut pas le faire à la main, donc ça devient indispensable. Luc ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on fait face à une vraie révolution dans la distribution. La dernière fois que la distribution s'est réellement réinventée, c'était dans les années 60. Donc ça fait plus de 50 ans. Donc il est temps, il est temps qu'il y ait une révolution. La révolution est en partie en train de se faire avec le e-commerce, mais je pense aussi qu'on a encore une énorme vague aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres outils, de l'impact des apprentissages technologiques du e-commerce et plus sur l'expérience magasin. Le retail aujourd'hui reste fondamentalement terriblement inefficace. On amène des produits dans des magasins, on les met sur des étagères ou des racks, on passe en caisse, on les ressort du panier, quelqu'un d'autre, on les remet dans un panier, on les remet dans sa voiture. C'est n'importe quoi. C'est profondément inefficace. Et ça, tout ça va être la robotique, l'informatique va aider à changer tout ça pour le mieux. On s'inquiète terriblement de l'avenir de la caissière, mais en même temps, la caissière, elle écrit des bouquins pour se plaindre de son métier. On peut faire des métiers plus intelligents, plus intéressants, créer plus de valeur pour la société. Donc, on a un vrai changement, je pense. Jean-François ? J'irai dans le sens de Luc. C'est-à-dire que vraiment, on est à la veille d'une vraie révolution. On peut appeler 4e révolution industrielle, où on voit fusionner le digital, le physique et le biologique. C'est le retour du commerce. Pourquoi ? Si on revient en fait à l'histoire, première révolution industrielle, on a quitté les campagnes, on est allé en ville, on a commencé à avoir la petite boutique au coin de la rue, le marché, etc. Deuxième révolution industrielle, industrialisation des moyens de production au niveau des produits, industrialisation des moyens de distribution avec la grande distribution, deuxième révolution industrielle, avec l'électricité. Donc, troisième révolution industrielle, les méga plateformes digitales. Et la 4e révolution industrielle, c'est probablement en fait l'explosion des micro-plateformes. Ce ne sont plus les grosses plateformes, mais ce sont de nouveau des petites plateformes qui sont très liées au physique, sont physiques et digitales, qu'on va pouvoir dynamiquement assembler. Et les Digital Native Vertical Brands sont une illustration de ça. C'est l'émergence en fait de ces initiatives autour d'un point d'intérêt partagé. Certains parleront d'une approche topologique en fait de l'environnement par rapport à une approche euclidienne avant les révolutions industrielles, qui font que les gens se rapprochent d'eux grâce au partage d'intérêts. Et donc on va pouvoir assembler comme ça des briques élémentaires pour le transport, pour l'alimentation, pour la food. Et donc on va recréer un environnement en fait du réseau. Le futur est au réseau. Et l'intelligence artificielle permet justement, on l'a vu, en augmentant les capacités de chacun sur ses savoir-faire, notamment cognitifs. On voit où on n'est pas, on analyse des données importantes, où on s'associe à des tiers grâce à l'IA, mais également grâce à la cryptologie, qui va nous permettre, en fait, notamment grâce à la blockchain, de créer des relations de confiance sans avoir un tiers qui prend la main en fait, sur l'organisation de la relation. Donc on va pouvoir recréer en fait, ces cercles de confiance. Donc on est vraiment dans cette nouvelle société de micro-plateformes où chacun devient un élément d'une chaîne et ces chaînes vont se créer. C'est la base du commerce. Le commerce, c'est bien une approche par graphe où des gens échangent entre eux pour partager leurs valeurs. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions seulement. Je regarde les plus populaires. Je vais commencer par la première qui est: à quel horizon de temps les réseaux sociaux deviendront-ils les nouveaux commerçants? Alors ça, elle est tout à fait ciblée, cette question. Laurent? Et pour moi? Je pense. Je pense que nous avons un rôle aujourd'hui dans l'activité commerciale de nos partenaires et de nos clients. Ça, oui. Notre rôle et notre stratégie, ce n'est pas de devenir et de faire ces métiers-là. En revanche, oui, notre stratégie, notre volonté, c'est d'accompagner les entreprises de la distribution pour penser avec eux l'évolution de la relation commerciale.
de la marque, des audiences, de la façon de parler aujourd'hui à vos clients, d'utiliser ensemble la data et d'apporter les outils les plus efficaces de marketing, de communication, de publicité, de conversation demain et de relations clients. Ça, c'est notre travail. Et je peux vous dire que c'est déjà beaucoup de choses à faire. Donc ça nous suffit bien. Voilà. Et on essaie de le faire le mieux possible. Donc voilà comment on se positionne, partenaire des grandes entreprises françaises de la distribution dans cette transformation. Dernière question. Quels sont les retailers qui performent avec un retour sur investissement éprouvé grâce à l'IA? Comment et pourquoi? Je réponds rapidement. Tous. À partir du moment où nous utilisons ces outils, qu'ensemble, c'est dans une relation évidemment extrêmement partenariale, nous pouvons les utiliser. Il y a un certain nombre de prérequis, notamment d'intégration technique. Mais à partir du moment où nous déployons ces outils, et je ne viens pas ici vous réciter un certain nombre de case studies qu'on a fait, je resterai là au déjeuner, on peut en parler ensemble, tous. Voilà. Et ça sera de plus en plus. Jean-François, un Je commentaire. voudrais juste attirer en fait l'attention sur un effet gueule de bois. Utiliser l'IA, ça veut dire, on en a parlé tout à l'heure, entraîner un système par rapport à son savoir, ses données, son expérience. Donc il ne faut pas que l'entraînement de cette IA revienne à former son futur concurrent. Et donc il est extrêmement important, et pour parler des enseignes qui performent, on peut citer Kroger, on peut citer Walmart, qu'est-ce qu'elles font en ce moment? Elles sont en train de massivement investir sur la propriété intellectuelle dans le digital, et donc de transférer leur savoir-faire humain, historique, pour pouvoir le consolider dans des algorithmes, notamment d'IA, et pour faire en sorte que leur trésor, leur expérience reste bien chez elles, et qu'elles ne soient pas en position de former leurs concurrents. Et nous, Microsoft, on travaille beaucoup aujourd'hui avec les sociétés pour les aider à, par rapport à leur cœur business, j'en ai parlé en introduction, comment capitaliser pour transférer ce savoir-faire dans l'IA. C'est très très important. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de gueules de bois sur le marché aujourd'hui, de sociétés qui, ça va, arrivent encore à supporter, mais finalement s'appuient sur des IA et elles sont en train de former des futurs concurrents. Merci beaucoup. C'est la conclusion de cette table ronde. Merci à vous. On peut les applaudir très fort. Je vous donne rendez-vous pour le prochain débat à 14h30 qui aura lieu ici même. Soyez là à 14h30 précise avec une conférence sur l'expérience client au service de la performance avec Emmanuel Imbert de KPMG et Frédéric Bécard de Cultura. Merci beaucoup.